Daniel Jerkens, bonsoir. Vous êtes journaliste au magazine Elle et vous publiez Zéro sucre aux éditions Les Arènes. Alors, vous avez mené cette expérience originale. Pendant 1 an, vous avez décidé de vous passer de sucre. Alors d'abord, bonne nouvelle, vous êtes toujours vivante, comme quoi... Heureuse. Et heureuse. Et heureuse. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous êtes mis, tiens, c'était donc il y a un peu plus d'1 an, vous avez dit, bah tiens, pendant 1 an, je ne vais pas manger de sucre. C'est une histoire de défi, une histoire personnelle, une histoire d'envie, et une histoire de défi, essayer de comprendre si vraiment le sucre a un tel impact sur notre santé et sur notre manière de vivre et de fonctionner. Dans le monde Ça veut dire que vous le soupçonniez d'être néfaste, d'être nocif? Non, je ne soupçonnais pas d'être néfaste. Je m'interrogeais devant les questions que le sucre soulève dans le monde anglo-saxon depuis plusieurs années maintenant. Je sais qu'en France, on va dire, les organismes de promotion du sucre sont extrêmement puissants. J'avais été alertée depuis quelques années par des chercheurs qui avaient pu lever quelques lièvres, expliquer que le sucre était quand même très addictif, avait un potentiel addictif important, etc. Et donc je me suis dit, finalement, le meilleur moyen de savoir, enquêter c'est bien, mais vivre une expérience c'est mieux. Et donc je me suis lancée. Vous parlez des anglo-saxons. Aujourd'hui même, là, je viens de l'imprimer, il y a une étude de Morgan Stanley, la grande banque américaine, qui affirme que le sucre donc cause 2 fléaux du XXIe siècle, le diabète et l'obésité, et qui dit que ça va faire perdre aux pays de l'OCDE, donc aux pays riches, dont la France, en moyenne, 1,5 point de croissance chaque année. Ouais, et ils estiment pour la France la perte à 14% d'ici 2035. Voilà. C'est énorme. Et c'est vrai qu'en France, on en parle peu, mais dans les pays anglo-saxons, ils disent qu'il y a un fléau, enfin le sucre. Alors d'abord, entendons-nous bien sur cette expérience, parce que le sucre, il y en a partout. Ouais. Est-ce que vous avez arrêté l'alcool, par exemple? Alors, non, parce que il y en a très peu dans l'alcool. Ah, donc Alors ça, c'est une question que tout le monde m'a posée. Est-ce que tu vas encore boire? Non, je vais arrêter de m'hydrater. Évidemment, j'ai continué à boire. J'ai bu un petit peu d'alcool, pas énormément, je ne suis pas une énorme buveuse. Mais ce qui est intéressant, ça fait partie des espèces de vérités, des contre-vérités. Tout le monde vous dit le sucre, l'alcool est plein de sucre. Et en fait, l'alcool, c'est quoi? C'est du sucre transformé. Ouais. Déjà. Et en fait, il reste finalement très peu d'alcool, très peu de sucre résiduel dans l'alcool. À peu près 1 gramme ou 100 grammes pour le vin. Donc, c'est pas très élevé. Est-ce que vous avez arrêté les fruits? Alors, non plus. Les fruits, j'ai continué parce que les fruits, lorsqu'on les mange frais avec leurs fibres entiers, ça ne pose aucun problème. Ce que j'ai arrêté, c'est vraiment ce qu'on appelait autrefois les sucres rapides. Les sucres rapides, aujourd'hui, qu'on appelle les sucres simples. Donc, c'est le saccharose, sucre de betterave, sucre de canne, c'est le miel, c'est les sirops qui sont fabriqués à partir du blé, du maïs, etc. Les sirops de glucose fructose, etc. Donc, en fait, tout ce qu'on trouve dans les aliments de goût sucré, transformés, et qu'on commence à trouver de plus en plus dans l'alimentation industrielle salée. Oui, mais il paraît, voilà, dans les charcuteries, dans les cornichons, dans les pizzas, il y a du sucre. Oui, même dans les bouillons cubes, deuxième ingrédient des bouillons cubes. Vous avez arrêté ça? Non, oui, ça m'a désespérée. Alors le bouillon cube, pour moi, ça a été un drame intime total. Bon. Oui, il y en a. Vous n'avez pas, alors on dit que le sucre, on entend dire que c'est un carburant. Vous n'avez pas développé de carence quand même? Zéro. Zéro carence. Zéro. On peut vivre sans sucre? Non, en fait, on ne peut pas vivre sans sucre. Mais on peut très bien vivre sans sucre simple. D'accord. Le sucre lent, ça, vous les avez gardés, tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, je me suis roulée dedans. Alors, on va voir le côté négatif, on commence par le côté positif. En quoi cette vie sans sucre vous a-t-elle apporté du bien-être? Vous avez dit, j'ai été heureuse. Alors, première chose, plus aucune baisse d'énergie. C'est-à-dire que du moment où je me lève au moment où je me couche, je n'ai plus jamais de baisse d'énergie. Pourtant, on dit, la pub dit un sucre et ça redémarre, là. C'est faux? Oui et non. C'est-à-dire que ça va redémarrer sur l'instant, mais dans la demi-heure, l'heure qui va suivre, vous allez avoir une baisse de régime. Bon. Donc d'abord, énergie au plafond. Ensuite, plus jamais de craquage de fringales. Ça n'existe plus dans ma vie. C'est-à-dire 11h, 17h, je veux du chocolat, où est-ce qu'il y en a? Ça n'existe plus. Ah oui, en fait, d'ailleurs, il y a des études qui disent que le sucre, on en a eu une envie un peu. Il y avait une étude, d'ailleurs, c'est ce qui vous a... L'une des choses qui vous a amené à écrire ce livre, c'est cette fameuse étude, vous la citez, qui avait comparé le sucre à la cocaïne. Oui, de Serge Hamet, qui est directeur de recherche au CNRS à Bordeaux, et qui a testé des rats cocaïnomanes auxquels il a donné un libre accès à la cocaïne non intraveineuse et à l'eau sucrée. Et en fait, en 48 heures, à peu près 90% des rats passent à l'eau sucrée. Ce qui l'a interpellé, évidemment. Donc, ils ont fait des études pour confirmer leurs résultats, et ils en sont arrivés à cette conclusion. Donc, ce grignotage, c'est une envie de sucre très forte. Et en fait, vous avez procédé à un sevrage. Et vous en êtes sorti comme d'autres se sortent de la cigarette. Voilà. Alors moi, n'étant pas fumeuse, je ne savais pas ce que c'était de sortir de la cigarette, de faire un sevrage. Mais effectivement, des addictologues que j'ai vus, avec lesquels j'ai échangé, m'ont dit tout ce que vous racontez correspond aux sorties à un sevrage, par exemple du tabac, de l'alcool, etc. Alors, point positif, donc plus cette fringale, de l'énergie. Plus de fringale. Meilleure digestion. Teint beaucoup mieux, beaucoup mieux, amélioré. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, vous avez l'impression littéralement de rayonner. La peau devient beaucoup plus claire, le teint devient plus clair, vous avez moins de rides, etc. J'ai toujours des cheveux blancs, mais
Ensuite, alors, vous avez maigri, c'est ça j'ai maigri, j'ai perdu 6 kilos. Moi, j'ai perdu 6 kilos, sachant que depuis 6 kilos en un an. 6 kilos en un an, sachant que moi, je fais partie des gens qui cuisinent énormément, qui ne consomment quasiment que des produits frais, qui ont déjà une alimentation super équilibrée à la base. Donc 6 kilos, principalement autour de la taille, donc les graisses abdominales, enfin les abdominales graisses, les graisses abdominales principalement. La cellulite a disparu. Et alors, ce qui est fascinant, et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que ça a eu un effet colossal sur ma santé. J'étais très sujette aux allergies et aux sinusites. J'en faisais 8 à 10 par an qui nécessitaient à chaque fois des gros traitements antibiocortisone compliqués. C'est fini. C'est juste fini. C'est étonnant. Alors, est-ce que ça a été difficile cette année sans sucre? Parce que vous avez repris, vous nous raconterez pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'est le début. Le manque? Oui, le plus difficile, c'est le début. Parce qu'au début, vous mangez du sucre depuis longtemps. Donc, vos circuits de récompense sont très actifs. Et tout à coup, vous renoncez à cette source de plaisir. Et là, c'est assez compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Pendant 4 semaines, c'est vraiment dur. Les 15 jours suivants, ça commence à aller mieux. Et à 8 semaines, c'est fini. Vous dites le plus difficile aussi, c'est que je suis paru, alors on ne peut pas le dire à la télé, pas pour la de service. Ouais. Quoi. La fille pas drôle, ouais, la fille qui... À un moment, vous racontez, je vais dans un salon de thé, alors on vous dit un gâteau, alors vous dites, est-ce que vous avez un gâteau sans sucre? On dit, ah non madame, ici c'est un salon de thé. Mais voilà. Et puis les copains dans les dîners, certains qui vous disent, ah ouais, de toute façon les filles qui font des régimes, elles sont toutes chiantes, elles sont... écoutez, je fais pas vraiment régime. C'est incroyable comme le sucre véhicule une image de plaisir, et comme c'est une substance qui est totalement partagée, et qui ritualise et qui scande notre calendrier, le fait d'y renoncer, c'est remettre en cause quelque chose de très largement socialement accepté. Et donc, ça résonne chez les gens en face de vous, parfois. Voilà, le sucre est socialement accepté. Il y a des théories du complot qui disent, oui, les industriels rajoutent, on parlait tout à l'heure du sucre qui apporte un plaisir comparable à la cocaïne. Est-ce qu'on peut imaginer que les industriels rajoutent du sucre pour mieux vendre leurs produits? Parce qu'on en mange comme jamais, n'est-ce pas? On en mange beaucoup. On en mange beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que certaines catégories sont très consommatrices, notamment les jeunes, les adolescents. Parce que quand on vous dit 25 à 30 kilos par an et par personne, c'est une moyenne générale lissée sur la population. Si vous prenez certaines populations comme les jeunes, c'est beaucoup plus élevé. Est-ce que les industriels complotent pour mettre du sucre? Moi, j'achète pas. Je ne suis pas une grosse acheteuse des théories du complot. Je pense, ceci étant, qu'ils sont parfaitement conscients du fait que lorsqu'il y a du sucre dans un produit, ça va activer nos zones de récompense et on va l'aimer. Alors vous dites, on ne sait pas tellement, donc on parlait des maladies cardiovasculaires, là, de l'obésité et du diabète, mais vous vous interrogez sur est-ce que c'est peut-être pas Alzheimer aussi, parce que le sucre n'a pas amené Alzheimer? Ça fait partie des choses très récentes, mais on commence de plus en plus à qualifier le sucre de diabète de type 3, de diabète cérébral. On ne sait pas, c'est le début d'un énorme champ d'investigation, mais en tout cas, ça pose énormément de questions. Et pourtant, vous dites, ça n'est pas un poison, n'exagérons pas. Et pourquoi vous avez repris alors? Alors, j'ai repris parce que, j'en avais quand même un petit peu envie. Voilà, je dois avouer que de temps en temps, quand je vois passer un très bon chocolat, je me dis, bon... je suis sortie de cette expérience en me disant, est-ce que le sucre est un poison? Ça ne nous empoisonne pas, en tout cas pas à court terme. Est-ce que trop de sucre est mauvais pour la santé? Je pense oui. Et on est clairement dans le trop de sucre. Et je pense qu'on est dans le trop de sucre. Racontez-nous l'expérience. Comment avez-vous rompu ce jeûne du sucre? Qu'avez-vous mangé au bout d'un an? Alors au début, je me disais que j'allais prendre un énorme gâteau. Et puis plus, au fur et à mesure que j'arrivais vers la date, ça me faisait de plus en plus peur. Et finalement, j'ai craqué. Je l'ai rompu avec un carré de chocolat, tout simplement, de chocolat noir. Moi qui n'aimais pas du tout le chocolat noir, maintenant le chocolat noir, je trouve que c'est un truc extraordinairement sucré et merveilleux. Voilà. Et maintenant, je suis à... je dirais que j'en mange 1 à 2 fois par semaine. Et ben voilà, et toute cette expérience est racontée. Merci beaucoup Danielle Jerkens, donc dans votre livre Zéro sucre, c'est aux éditions Les Arènes. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air qui revient sur le prochain congrès du Parti Socialiste avec Martine Aubry qui a décidé finalement de se rallier à la motion générale de Jean-Christophe Cambadélis. Alors est-ce un ralliement à la politique de l'offre, un ralliement en faveur de la production plutôt que la consommation? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Nouveau, le socialisme productif ».